Bonsoir à toutes et à tous, c'est Christelle. Je vous retrouve pour le 60e rapport de situation sur le Donbass. Nous sommes le 13 octobre 2017. Ce 60e SITREP aurait dû avoir lieu la semaine dernière, mais j'ai passé 3 jours sur le front à Zaïtsevo sans accès à internet, donc c'était un petit peu compliqué. Je vais me rattraper un petit peu cette semaine, donc je m'excuse par avance si ce SITREP est un petit peu long. Je le fais toute seule parce que ce week-end c'est Tom qui n'est pas disponible, donc je tenais à ce que vous ne soyez pas privés de rapports de situation pendant 2 week-ends d'affilée. Donc voilà pourquoi je le fais toute seule aujourd'hui. Si on regarde la situation militaire, durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 240 reprises, soit plus qu'il y a 15 jours lors du dernier rapport de situation, mais moins que la semaine dernière où nous étions à 278 violations du cessez-le-feu, au cours desquelles 718 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk ont été tirés, donc je rappelle, obus d'artillerie, mortiers, chars d'assaut. En baisse là aussi par rapport à la semaine dernière, on était à 988 le week-end dernier, mais en hausse forte quand même par rapport au dernier SITREP d'il y a 15 jours, on était un petit peu plus de 400, donc on voit que c'est quand même une hausse importante. Cette semaine d'ailleurs on a de nouveau dépassé lors d'une journée le seuil des 50 bombardements, 50 violations du cessez-le-feu par jour. Donc on revient à des taux de bombardement assez élevés. Ces bombardements touchaient 25 localités de la République, dont Zaïtsevo où je me trouvais. Les 2 premiers jours avaient été assez calmes, le troisième a été marqué par plus de bombardements qui ont malheureusement tué un civil, un homme, un père de 3 enfants. Le bilan de la semaine fait aussi état de 2 soldats de la République populaire de Donetsk tués et de 2 autres blessés. En termes de bilan depuis le début de l'année, l'OSCE elle-même a déclaré d'ailleurs qu'avec un total de 400 victimes, donc ça regroupe les tués et les blessés parmi les civils du 1er janvier au 12 octobre, l'armée 2017 marquait une hausse de 15% par rapport à 2016. Donc on voit qu'on est dans une mauvaise tendance. Niveau destruction, il y a eu 13 habitations qui ont été endommagées ou détruites cette semaine, donc ça reste beaucoup aussi. Du point de vue des armes lourdes et de leur présence sur le front, les services de renseignement de la République populaire de Donetsk continuent de détecter des mouvements d'armes lourdes près de la ligne de contact, entre autres 5 lance-roquettes multiples grades, 6 canons automoteurs Gvozdika de 122 mm et 21 chars d'assaut ont été détectés. Une présence sur la ligne de front qui est corroborée par les rapports de l'OSCE sur l'absence de ces armes lourdes dans les zones de stockage où elles devraient se trouver côté ukrainien. On est en train de nouveau de battre des records avec 168 pièces d'équipement qui étaient absentes cette semaine. On s'approche vraiment des records absolus qu'on avait eu, qui étaient à peu près à 190 il y a quelques mois en arrière. Donc on voit une très très mauvaise tendance avec la réapparition massive de ces armes lourdes et une tendance à la hausse des bombardements, des destructions et des victimes. Parmi les pièces que l'OSCE a détectées comme étant manquantes se trouvent 2 systèmes de missiles antiaériens Tunguska, 12 obusiers MSTAB de 152 mm, 44 obusiers tractés Jetsin B de 152 mm, 18 canons automoteurs Akatia de 152 mm, 28 obusiers tractés D20 de 152 mm, 12 lance-roquettes multiples grades de 122 mm et 20 canons automoteurs Gvozdika de 122 mm. Donc comme on dit en rigolant jaune avec Tom, voilà, ça c'est du matériel de jardinage très très lourd côté ukrainien. Et histoire d'ajuster les tirs de tous ces charmants outils de jardinage à l'ukrainienne et de rajouter des armes de plus, l'armée ukrainienne utilise des drones à la fois comme correcteurs de tir, pour ajuster les tirs de l'artillerie. Je rappelle que ceci est interdit par les accords de Minsk, seuls les drones de l'OSCE sont autorisés à voler au-dessus de la ligne de contact, mais aussi comme porteurs de charges explosives ou de grenades. Ces installations qui sont le plus souvent artisanales ont été découvertes sur 2 drones qui ont été abattus avec des armes légères par l'armée de la République populaire de Donetsk. Ainsi, durant la semaine écoulée, l'armée de la RPD a abattu un drone Leileka et un Phantom 4, donc un quadricoptère.
Une fois touché, le Leileka a carrément explosé en plein vol, ce qui montre bien qu'il était équipé de munitions explosives. Et quant au quadricoptère, il transportait de manière évidente une charge, la carcasse a été récupérée, et il y a un reste d'amorce de grenade qui a été trouvé sur la carcasse. Donc on voit que le drone avait pour but de faire des destructions et des morts, donc ça c'est des méthodes de terroristes, je rappelle. Méthode directement inspirée par les terroristes de l'État islamique, Daesh, le Front al-Nosra et toutes ces charmantes, comment on pourrait appeler ça, organisations de rebelles modérés, n'est-ce pas, comme les appelle ce cher BHL, en Syrie. Donc ce genre de ressemblance fortuite dans les méthodes. Voilà, je vous laisse en déduire ce qu'il y a à en déduire. D'un point de vue état de l'armée, les organisations de volontaires ukrainiens publient sans cesse, donc depuis le début de la guerre, des annonces d'appel aux dons pour aider les combattants de l'opération antiterroriste, et en particulier les fameux bataillons de volontaires nationalistes. Et de manière assez incroyable, malgré les énormes quantités de pognon qui sont injectés dans ces bataillons, des informations continuent d'être publiées sur le manque catastrophique de vêtements chauds, de nourriture et de médicaments pour les combattants. Donc il semble qu'il n'y a que les fainéants qui fassent pas de profit pendant la guerre, parce que il y a quand même des centaines d'organisations de volontaires qui ont fait fortune en Ukraine en blanchissant l'argent à travers des fonds de charité et en trompant la population ukrainienne. Mais le pire, c'est pour la population civile du Donbass qui est dans la zone occupée par ces bataillons, puisque quand les combattants de ces bataillons nationalistes n'ont pas de quoi manger, ils pillent tout simplement la population civile qui se trouve sur place. Voilà. Puis s'il n'y a plus rien chez les habitants, là ils mènent carrément des raids pour aller piller les unités des forces armées ukrainiennes les plus proches, ce qui se solde par des affrontements armés et donc des pertes entre les bataillons spéciaux et les forces armées ukrainiennes. Ces affrontements exacerbent une situation qui est déjà très tendue sur la ligne de front. Durant la semaine écoulée, il y a eu 3 affrontements violents entre les bataillons nationalistes et les unités des forces armées ukrainiennes. Le tout bien sûr dissimulé par le commandement de l'opération antiterroriste, je mets entre guillemets, qui présente bien sûr ces pertes comme étant le résultat de bombardements ou d'affrontements avec l'armée de la RPD. Néanmoins, à la veille du jour du défenseur de l'Ukraine, qui a lieu demain, donc le 14 octobre, le porte-parole du ministère de la Défense ukrainien concernant l'opération antiterroriste, ce cher monsieur Motouzianik, a déclaré que les unités de combat présentes dans la zone de l'OAT seraient renforcées à cette occasion, entre autres les postes d'observation et les équipes de réponse opérationnelle, pour pouvoir répondre en cas de provocation de la part des militants. Alors c'est une formulation qui est quand même très très vague, on se demande bien pourquoi, parce qu'en fait ça permet d'inclure à la fois les soldats de la République populaire de Donetsk, mais aussi les combattants de secteur droit et autres bataillons néo-nazis. Et pour ceux qui se demandent pourquoi le 14 octobre, eh bien tout simplement parce que c'est la date de fondation de l'UPA, l'armée insurrectionnelle ukrainienne. Donc je rappelle les collaborateurs de nazis qui ont tué des juifs, des polonais, des russes, des tziganes. Voilà, je remets un petit peu pour ceux qui se souviennent pas, et qui est quand même l'UPA, dont se revendiquent quand même beaucoup de ces bataillons nationalistes. Leur idéologie est quand même grandement calquée dessus, pareil pour la symbolique de leurs armoiries, blasons et autres logos. Donc il y a quand même des gros risques de provocation de leur part, donc demain, lors de cette date anniversaire, pour fêter leurs ancêtres idéologiques. Mais de son côté, l'armée ukrainienne aussi continue de se déliter, en plus des pertes au combat et des pertes hors combat dues à l'alcoolisme, aux mauvaises manipulations d'armes, etc. Il y a quand même beaucoup de pertes liées aux conditions sanitaires qui sont déplorables. La situation serait critique dans les hôpitaux de Kharkov, Odessa et Dnipropetrovsk, qui sont surchargés. Il y a aussi un manque criant de médicaments. Des organisations de volontaires comme les Sœurs de la Miséricorde postent chaque jour de nouveaux rapports sur l'état déplorable des institutions médicales et demandent de l'aide financière sur les réseaux sociaux. Dans le même temps, les officiels à Kiev disent que tout va bien, que les soldats ne manquent de rien, tout va bien, Madame la Marquise. Parmi donc les soldats de l'armée ukrainienne, de plus en plus sont prêts à tout pour échapper au service militaire. Les vétérans qui ont été blessés dans le Donbass montrent sur internet leurs blessures et disent ouvertement aux soldats qui sont encore en service de se
barrer de là. Même les héros de guerre accusent les dirigeants de Kiev de violer toutes les promesses qu'ils ont faites à propos de l'aide sociale et financière qu'ils avaient promis aux participants de la fameuse opération antiterroriste. Les maires de soldats morts ou blessés ont créé des comités, font des manifestations et des piquets, comme des piquets de grève, mais devant en fait les bureaux d'engagement dans l'armée. Donc voilà. Donc tout est fait pour, on va dire, pousser ces soldats à trouver toutes les astuces possibles et inimaginables pour échapper au service militaire qui est obligatoire en Ukraine, je le rappelle. Donc là, on voit que ça prend quand même des proportions de plus en plus importantes, avec même donc des vétérans de l'OAT qui disent à leurs camarades qui sont toujours là-bas, sauvez-vous. Donc là, ça devient vraiment n'importe quoi. Donc là par exemple on a eu 2 soldats qui ont déserté de la 28e brigade rien que durant la semaine écoulée. Donc une brigade, une semaine, 2 déserteurs déjà. Entre autres le sergent Alexeuk qui est parti le 8 octobre. Et 2 jours plus tard, il a été arrêté dans le village d'Ivanpol, dans la région de Jitomir, d'où il était originaire. Et le 11 octobre, c'est le soldat Morozovski qui a quitté son poste avec ses armes, et lui est toujours recherché. Donc voilà, c'est un petit peu... Ça donne une petite idée quand même. D'après les informations qu'ont les services de renseignement de l'armée de la RPD, Morozovski a écrit de manière, plus d'une fois, des rapports pour démissionner au commandement de la brigade, et démission qui a été refusée à cause du manque de soldats de cette brigade. Puisque en termes de ressources humaines, la 28e brigade est à peine à 50%, difficilement au-delà de 50% du nombre d'hommes dont elle aurait besoin pour fonctionner normalement. Donc bon. Donc là, manque de personnel est criant quand même dans certaines brigades de l'armée ukrainienne. Résultat, les soldats savent qu'ils ne seront pas renvoyés quel que soit leur faute ou ce qu'ils font, donc ils se laissent aller, picoler, consommer des drogues, etc. Donc, avec toutes les conséquences que cela peut avoir en termes de crimes commis contre les autres soldats ou contre la population civile de la zone du Donbass qui est occupée. Si on regarde la situation économique en République populaire de Donetsk, le 5 octobre, donc ça remonte à la semaine passée, le 5 octobre a eu lieu donc la réouverture de l'usine métallurgique Yuzovski à Donetsk après 3 ans d'interruption à cause de la guerre. La cérémonie a eu lieu en présence du chef de l'État, Alexandre Zakharchenko, ainsi que le vice-premier ministre, Alexandre Timofeyev. Donc il faut savoir que même avant la guerre, l'usine ne fonctionnait plus que par intermittence, les salaires étaient payés au lance-pierre, et en 2014, à cause de la guerre, l'usine n'avait plus de matières premières et a donc cessé complètement de fonctionner. Pendant 2 ans, donc cette usine, qui était un des fleurons de l'Union soviétique, s'est retrouvée complètement à l'abandon, s'est transformée en véritable dépotoir, en fait, on aurait dit un décor post-apocalyptique. Ils ont passé un petit film pendant la cérémonie d'ouverture où on voyait l'état de l'usine avant sa restauration. C'était une catastrophe, quoi. Enfin, c'était vraiment une décharge à ciel ouvert. En juin 2016, la décision a été prise en fait de mettre l'usine sous tutelle de l'État, d'en faire une entreprise d'État de la RPD et de la restaurer pour pouvoir la relancer. Donc à partir du 1er août, en fait, les employés ont été appelés par la direction pour venir restaurer l'usine. Donc une petite équipe de restaurateurs, ils ont été assez horrifiés, un peu découragés pour certains au départ, devant l'état déplorable dans lequel se trouvait l'usine. On peut imaginer, après 2 ans d'abandon, l'usine s'était pris des obus, elle a été bombardée, donc il y avait des trous dans le toit, tout était rouillé dans un état absolument catastrophique. Donc ils ont dû tout réparer, commander les pièces nécessaires, remettre en état le toit, les transformateurs électriques aussi qui
avait beaucoup souffert des bombardements, nettoyer l'usine, réparer les engins et les outils de production. Et après plus d'1 an de travail, l'ensemble de la ligne de production a été remise en état. C'est un travail de titan, hein. D'ailleurs au vu de l'ampleur de la tâche accomplie, Zakharchenko, et je suis d'accord avec lui, a dit c'était pas une simple restauration, c'était une véritable remise à neuf de l'usine, parce que le travail qui a été accompli, c'est pas juste 3 coups de pinceau et tout va bien, hein. Donc pour lui c'est clairement une grande victoire des employés de l'usine et de la République. Après donc la cérémonie officielle d'ouverture de l'usine, le chef de l'État a lancé la production de la première coulée d'acier, hein, dont il a reçu une petite partie en cadeau. Le jour même, l'usine a ainsi produit 100 tonnes d'acier sous forme de lingots. En plus de la ligne de production, l'atelier ferroviaire a lui aussi été remis en état, hein, pour pouvoir amener le produit fini vers les clients. Des clients qui sont pour l'instant principalement internes à la République, hein, parce que le but de l'usine c'est d'abord de produire de quoi satisfaire le marché intérieur, puis s'il y a des surplus de les écouler à l'extérieur. Bon, il y a de quoi, hein, il y a d'énormes besoins, entre les besoins pour la construction, pour la production de machines-outils, hein. Je rappelle qu'on a une usine de machines-outils à Yassino-Vataya, et tous les besoins industriels de la République, c'est pas la demande qui manque pour de l'acier. D'après le directeur de l'usine et le chef de la République populaire de Donetsk, les clients potentiels se bousculent déjà, alors que l'usine doit produire 5000 tonnes d'acier, donc ce mois-ci, puis 15 000 tonnes d'ici 1 mois à 1 mois et demi, avant de monter à 30 000, 40 000 tonnes par mois d'ici la fin de l'année, lui permettant d'employer environ 1000 personnes. Donc ça permet de redonner du travail à 1000 personnes. Donc ça c'est quand même une très très bonne nouvelle d'un point de vue économique pour la République populaire de Donetsk. Le directeur a d'ailleurs souligné que l'usine pourrait ne pas s'arrêter à ce rendement, puisqu'à l'époque soviétique, elle produisait bien plus, elle produisait plus d'1 million de tonnes d'acier par an, donc c'est énorme, hein. République populaire de Donetsk toujours, on a désormais reçu des chiffres concernant le nombre de personnes qui ont reçu des passeports de la RPD. Désormais, environ 125 000 personnes ont reçu le précieux sésame depuis qu'il a commencé à être distribué, hein, je rappelle en mars 2016, et plus de 10 000 demandes pour le recevoir sont toujours en cours. Sur ce total de 125 000 personnes, 714 étrangers ont reçu la citoyenneté et le passeport de la République. Ces 714 personnes représentent plus de 30 pays, dont la Russie, la France, l'Allemagne, la Finlande et le Brésil. Donc je rappelle que la distribution des passeports a commencé le 16 mars 2016, d'abord en priorité aux résidents de 16, 25 et 45 ans, qui sont les âges de délivrance du premier passeport, puis ensuite du renouvellement de ces derniers en Ukraine. À ceux bien sûr qui avaient perdu leur passeport ukrainien. Puis la distribution a été étendue à toute la population à partir du 21 juin 2016. Cette délivrance des passeports a connu un boom, et surtout dans la demande pour ces passeports, depuis bien sûr la reconnaissance officielle de ces derniers par la Russie. Ensuite, je rappelle, au décret pris par Vladimir Poutine. Si on regarde l'évolution générale de la situation en Ukraine, comme je le craignais là plusieurs semaines en arrière, c'est la version la plus dure de la fameuse loi de réintégration du Donbass qui a été soumise au vote du Parlement ukrainien et qui a été votée, non sans mal. Bon, ce texte qui visait à satisfaire les éléments les plus radicaux, hein, de la scène politique ukrainienne, puisqu'il désigne les territoires des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk comme des territoires occupés. Il déclare que la Russie est le pays agresseur et que le président ukrainien est en droit d'utiliser l'armée et les autres forces armées du pays pour, je cite, contenir et repousser l'agression armée russe dans les régions de Donetsk et de Lugansk. Bon, ça incluait comme au départ une mention aux accords de Minsk, hein, comme moyen de récupérer la souveraineté territoriale de l'Ukraine sur le Donbass. Mais bon, ça a soulevé un tollé, hein, ce point, parmi les députés les plus radicaux comme Lyashko et les députés du parti Svoboda. Donc pour débloquer ce nœud gordien, la Rada a purement et simplement enlevé la mention concernant les accords de Minsk, hein. Voilà, comme ça au moins c'est plus clair. Il n'y a plus que la mention de la récupération du Donbass par la force, fini les accords de paix et la résolution pacifique du conflit. Bon, sans parler du fait que cette loi accuse la Russie d'une agression et d'une invasion imaginaire, et donc constitue quand même une véritable déclaration de guerre de l'Ukraine contre la Russie, avec toutes les conséquences que cela pourrait avoir. Alors bon, là, Poroshenko, qui s'était présenté il y a quelques semaines en arrière comme le président de la paix, ça va avoir un peu plus de mal à passer. La prolongation aussi de la loi sur le statut spécial de certaines zones des oblasts de Donetsk et de Lugansk, hein, qui arrivait à expiration le 18 octobre,
a fait quant à elle l'objet d'une seconde loi urgente, hein, votée par la Rada, au lieu d'être incluse dans cette loi de réintégration du Donbass, où elle avait pourtant toute sa place. Cette loi là aussi a été modifiée. Hein, elle devait être juste prolongée, elle a été modifiée en plus. Donc il a été rajouté qu'elle n'entrera en vigueur qu'une fois que tous les groupes armés illégaux et les armes illégales seront retirés de la RPD et de la RPL. Bon, vu qu'il n'y en a pas, ça va être compliqué de mettre en œuvre cette loi. Hein, voilà. Vu que 99% des armées de la RPD et de la RPL sont constituées de locaux, ça impliquerait donc qu'ils sont obligés de partir des terres où ils sont nés et où ils ont grandi. Bon, en langage juridique, ça s'appelle une purification ethnique. Hein. Je rappelle que c'est interdit par le droit international. Et en plus, cette extension amende, en fait, efface complètement l'article 10 de la loi votée en 2014, qui concernait les élections qui doivent être organisées dans le Donbass conformément aux accords de Minsk, puisque je rappelle que ça fait partie des fameux points de ces accords. Donc là, on a un des points politiques des accords qui est supprimé de la loi, qui est censé normalement les mettre en œuvre. Donc bon, là je crois qu'on n'a pas de plus belle preuve de la volonté de Kiev d'enterrer totalement et définitivement les accords de Minsk. Malgré ça, Poroshenko n'a pas eu peur de présenter ces lois comme étant la condition sine qua non pour envisager ensuite la venue de casques bleus dans le Donbass. Bon, je vois pas bien ce que ça a à voir avec le schmilblick, mais bon. Enfin bon, même en le présentant comme ça n'a pas calmé les radicaux, Lyashko et le parti Svoboda en tête, qui ont d'abord refusé de voter ces lois en l'état avec la mention des accords de Minsk. Dans la foulée, faisant écho au refus des députés de Svoboda de voter les deux lois, les militants de ce parti, je rappelle néo-nazis, rejoints par les militants de secteur 3, ont mis le feu à des pneus et jeté des fumigènes devant la Rada pour protester contre ces deux projets de loi qu'ils ont qualifiés, je cite, de victoire de Poutine. Ils étaient tellement bien enflammés niveau délire qu'ils sont même allés jusqu'à dire que c'était Zakharchenko qui avait écrit la loi. Enfin bon, là c'est... la drogue c'est mal. Et comme si le chaos à l'extérieur du bâtiment ne suffisait pas, le premier vote à la Rada a été marqué par des bagarres entre députés, entre autres ceux du parti Samopomich, qui ont même bloqué le podium parlementaire, même après le retrait de la mention des accords de Minsk, qui était ce fameux point de blocage. Donc résultat, la loi sur la réintégration du Donbass n'a pas pu être votée le jeudi, elle n'a été que le lendemain, suivi après de la loi sur l'extension de ce statut spécial du Donbass. Bon, au vu du contenu de ces deux lois, la Russie a bien sûr déclaré que cette loi était inacceptable, violait totalement les accords de Minsk, ce qui est le cas. Pour Moscou, donc cette loi équivaut à un abandon de facto des accords de Minsk par l'Ukraine, un point de vue que partage Wolfgang Gerke, membre du parti de gauche allemand Die Linke, qui a déclaré que le vote de cette loi signifie que Kiev renonce à appliquer les accords de Minsk, que l'Ukraine a pourtant signé, et opte donc pour la guerre, ce que montrent d'ailleurs les déclarations de différents officiels ukrainiens, de Poroshenko qui déclare que le vote de la loi de réintégration du Donbass va faciliter la livraison d'armes défensives à l'Ukraine et renforce la base légale pour utiliser l'armée au chef de l'état-major ukrainien, Viktor Moushenko, qui évalue déjà les pertes potentielles de l'armée ukrainienne dans l'éventualité d'une reprise du Donbass par la force, donc des pertes qu'il a évaluées à 12 000 soldats, dont 3 000 tués en 10 jours. Il est optimiste ce monsieur. En passant par les déclarations d'Irina Lutsenko, la porte-parole du président auprès de la Rada, je rappelle, qui a déclaré que cette loi protégera les soldats ukrainiens de poursuites devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Donc celle-là elle est quand même grandiose, parce que bon, cette déclaration elle est totalement fausse, parce que il suffit pas de déclarer le pays voisin comme un agresseur et de dire que l'Ukraine doit se défendre contre cette agression imaginaire pour justifier de bombarder et de tuer volontairement des civils. La définition de ce qu'est un crime de guerre elle est quand même très simple, elle est très claire. Mais cette déclaration, elle est très lourde de conséquences parce que ça veut dire que Lutsenko, elle encourage les soldats ukrainiens à commettre des crimes de guerre, donc contre la population civile du Donbass, en leur promettant que désormais, ils ne risquent plus d'être poursuivis pour leurs crimes. Donc on leur promet l'impunité totale pour les pousser à se déchaîner contre la RPD et la RPL. C'est magnifique. Bon, on n'a vu aucune instance internationale, l'ONU en tête, s'émouvoir de cette déclaration, ni rappeler à l'Ukraine que les conventions internationales régissant les lois de la guerre ne sont pas seulement applicables quand ça arrange Kiev, et que c'est pas en passant une petite loi comme ça que Kiev va pouvoir s'asseoir dessus. Non. Puis si on rajoute à cela le fait que Irina Lutsenko toujours a déclaré qu'ils allaient ajouter des amendements à cette loi sur la réintégration du Donbass,
pour inclure la libération et la déoccupation de la Crimée, hein, je rappelle, qui est libre et non occupée, hein, contrairement à ce que racontent les autorités de Kiev, et le fait que Kurt Volker, le représentant américain en Ukraine, a clairement déclaré que les accords de Minsk sont inefficaces, je cite, il est clair que l'Ukraine a déjà commencé sérieusement à planter des clous dans le cercueil des accords de Minsk et s'apprête à les enterrer définitivement si les instances internationales et les garants de ces accords n'arrivent pas à la faire changer d'avis. Pour l'instant, c'est plutôt mal parti. Pour l'instant, c'est le gros silence quand même. Une autre loi dont on avait parlé lors d'un précédent CITREP qui est en train de poser de gros problèmes à l'Ukraine, c'est la loi sur l'enseignement, hein, qui a inclus un point sur la langue d'enseignement. Hein. C'est cet article qui oblige à enseigner uniquement en ukrainien à partir de la 5e classe dès 2018 et dans toutes les classes dès 2020. Dans un pays qui, je rappelle, compte plusieurs minorités ethniques importantes, sans parler de la partie majoritairement russophone du pays, hein, où je me trouve, la Roumanie et la Hongrie avaient d'ailleurs fait savoir publiquement qu'elles désapprouvaient cette loi qui discrimine les minorités hongroises et roumaines qui se trouvent en Ukraine. La Hongrie avait même clairement menacé l'Ukraine de lui nuire en guise de réponse au vote de cette loi, et il semble que Budapest n'ait pas fait cette promesse en l'air. Après s'être rapproché de la Roumanie pour faire pression sur Kiev, la Hongrie vient de demander à la Russie de faire front commun contre cette loi. Le premier ministre hongrois Viktor Orban a même demandé à l'armée hongroise d'étudier la possibilité d'une intervention militaire en Transcarpathie pour protéger les Hongrois qui s'y trouvent si nécessaire. Vous la sentez venir, là, le Donbass bis dans l'ouest de l'Ukraine, hein? Voilà, je dis ça, je dis rien. En réponse à cela, l'Ukraine, au lieu d'essayer de calmer le jeu avec Budapest, a promis de faire obstacle à la Hongrie au sein de la PCE, en comptant sur le fait qu'elle dispose de plus de députés que son voisin. Bon, là-dessus, ils se sont carrément loupés. Mais surtout, il semble qu'en faisant cette menace, Kiev a oublié qu'en tant que membre de l'Union Européenne, la Hongrie a un droit de veto sur toute nouvelle adhésion à l'UE, et qu'elle compte bien bloquer celle de l'Ukraine jusqu'à ce que cette dernière fasse marche arrière sur cette loi. Cette menace pouvant sembler un petit peu lointaine pour Kiev, parce qu'ils sont toujours pas au point de pouvoir demander à intégrer l'UE. Budapest a décidé de frapper là où ça fait mal, en menaçant de remettre en cause l'accord d'association entre l'UE et l'Ukraine. Le ministre hongrois des Affaires étrangères a souligné que la loi sur l'enseignement violait les principes même de cet accord d'association, en privant les minorités nationales de leur droit d'apprendre dans leur langue maternelle et en détériorant ainsi la situation des minorités ethniques vivant en Ukraine. Une position qu'a suivi la PCE, comme je dis, malgré les discours lénifiants de Poroshenko pour justifier cette loi et le nombre de députés que l'Ukraine détient au sein de cette assemblée. L'Assemblée a adopté une résolution initiée par la Roumanie condamnant cet article de loi sur l'enseignement concernant les langues des minorités ethniques. La PCE a exigé de l'Ukraine qu'elle se plie aux recommandations de la Commission de Venise à qui la loi a été soumise pour évaluation. La PCE, d'ailleurs, petit aparté, qui dans le même temps a prôné désormais une levée des sanctions contre la Russie, après que cette dernière ait décidé d'arrêter de payer sa cotisation de 110 millions d'euros à l'institution, vu que ses délégués ils sont privés de vote depuis un bon moment. De là à se dire qu'il y a une histoire de soudeur, tout ça, il n'y a qu'un pas que je vous laisse franchir. Voilà. Le dernier point concernant l'Ukraine, j'hésitais à le mettre pendant ce temps-là à Kiev, mais bon, finalement, je trouve pas ça drôle. Parce que bon, ça fait un bon petit moment qu'on ironise avec Tom sur le fait que la Rada et tout ça, faudrait mettre du barbelé autour et un écriteau asile psychiatrique. Malheureusement, en fait, ça peut s'étendre à pas mal de zones du pays, à mon avis, puisque le 10 octobre, qui était la journée mondiale de la santé mentale, ça a été l'occasion pour le ministère ukrainien de la politique sociale de constater la situation lamentable dans ce domaine qui caractérise l'Ukraine, puisque l'Ukraine détient le triste record en Europe du nombre de personnes souffrant de déséquilibre psychique. Je rappelle, c'est un constat qui est fait par le ministère ukrainien de la politique sociale lui-même, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc selon les statistiques du ministère ukrainien, 1,2 million d'habitants, soit plus de 3% de la population, souffrent de déséquilibre psychique. Et en plus, la situation ne va pas en s'améliorant. Ça va plutôt dans l'autre sens, ça va dans le sens de l'aggravation. Et toujours d'après le ministère, presque 2 millions d'Ukrainiens séjournent annuellement en hôpital psychiatrique, tandis qu'un habitant sur 3 est victime de troubles nerveux. Finalement, c'est peut-être autour du pays qu'il va falloir mettre le barbelé avec l'écriteau. Parce que là, ça fait du monde quand même.
2 millions qui séjournent annuellement à un hôpital psychiatrique, il est beau l'état du pays. Et pendant ce temps-là, à Kiev, donc le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui était venu voir son homologue, Petro Poroshenko, ils ont fait un petit meeting pour signer entre autres un plan d'action sur le développement des relations entre Ankara et Kiev, discuter de la situation dans l'est de l'Ukraine, aborder les problèmes de la Crimée, entre autres des Tatars de Crimée. Et suite à ça, Petro Poroshenko s'est lancé dans un discours sur l'agression russe que subit l'Ukraine, etc. Et bon, il semble que son discours est soporifique à souhait, enfin franchement même moi je me serais endormie, et c'est ce qu'a fait Recep Tayyip Erdogan, donc le président turc s'est endormi à plusieurs reprises, je vous mettrai dans la description le lien vers la vidéo Twitter, où on le voit piquer du nez à plusieurs reprises avant de s'endormir pour de bon. Donc vous allez voir sur cette vidéo à peu près à la 45e seconde, on voit le président ukrainien frapper un peu la table pour réveiller Erdogan qui est en train de s'endormir. Bon, ça en dit long quoi, sur ce que l'importance on va dire des discours de Poroshenko, tout le monde s'en fiche. Et même le président turc s'endort au beau milieu. Donc, bon. Là, Poroshenko, entre la PCE qui lui a mis un vent et puis Erdogan qui s'endort pendant ses discours, là, il est un peu mal quand même, un peu. Donc, voilà quelle est la situation. Donc la crainte c'est effectivement des provocations ce week-end à l'occasion de cet anniversaire de la fondation de l'UPA, donc de l'armée insurrectionnelle ukrainienne, et de manière générale la semaine prochaine avec, je le rappelle, le retour prévu de Saakashvili à Kiev le 17 octobre. Je pense que ça risque d'être assez tendu. Et il y a des risques de provocation importantes. Avec l'aide entre autres des médias ukrainiens. Donc situation à surveiller quand même de très très près. Il y a quand même beaucoup d'armes lourdes sur la ligne de front, beaucoup trop. Amenées par le côté ukrainien, 168 pièces ça fait beaucoup. Elles sont pas là pour faire joli. Donc je pense que ça va assez mal se terminer, assez rapidement. Bon, je vois pas comment l'armée ukrainienne va pouvoir lancer une grande offensive. Je pense que ça va être des provocations sanglantes dans le but de pousser les armées de l'RPD et de l'RPL à attaquer en fait elles-mêmes. On va voir comment ça tourne, mais je pense que ça va assez mal se finir pour l'Ukraine. Voilà, donc normalement le week-end prochain je ferai mon site web de manière normale avec Tom à la date habituelle, donc le samedi. Donc je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là continuez à surveiller les informations sur le Donbass via le site de notre agence, notre Facebook, notre contact, donc Donny Press en français. Voilà, à la semaine prochaine.